Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Émilie. Émilie qui est créatrice de site internet. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, créatrice de site internet? Pas Ouais, ça trop. se dit. C'est le plus simple. C'est pas le terme, le vrai terme, mais ça se dit. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ok. Et qui est la fondatrice de son agence web White Stag. Émilie, bienvenue. Mais bonjour Amandine, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invitée sur cet épisode. Je vais te laisser très rapidement la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur ton business et puis quelle est ta stratégie? Alors, comme tu l'as dit, donc je crée des sites internet. C'est comme ça qu'on le résume le plus simplement. Sinon, ma formation initiale, c'est développeuse web. Donc, normalement, je crée les codes pour les sites internet, ce qui me permet de faire des sites sur mesure. Et donc, moi, j'accompagne les solopreneurs dans la création de leur site WordPress. Parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour elles, pour pouvoir utiliser un site internet toute seule, en toute autonomie, mais en ayant quand même quelque chose d'assez performant. C'est un accompagnement donc individuel, sur mesure, et puis complètement adapté à la personne et à son business. Effectivement, pour en avoir bénéficié, je Mmh. peux dire que Émilie travaille avec beaucoup d'attention aux détails et c'est ça qui est qui fait toute la différence, je trouve. Merci. Alors, je t'ai invité en ce début d'année 2026 parce que on entend partout que le site internet, le référencement naturel, donc SEO pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, tout ça c'est mort en 2026, que on peut avoir une simple page Notion ou Canva ou potentiellement juste demander à ChatGPT ces informations et que maintenant Google c'est pour les boomers. Alors, non. Spoiler alerte, non. Fin de l'épisode. À l'année prochaine, non. C'était un peu plus complexe que ça et c'est un sujet super intéressant justement parce que le SEO va prendre une place justement différente cette année. Il a déjà commencé en 2025, mais cette année encore plus. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, pourquoi les entrepreneurs devraient avoir un site internet selon toi en 2026? Alors, c'est vrai que les dernières années, on a vu déjà l'évolution des sites internet différemment depuis la pandémie de Covid où tout le monde a été plus ou moins obligé d'avoir un site internet un peu en urgence. Puis après, c'est rentré un petit peu dans les mœurs et puis on est passé à autre chose avec les réseaux sociaux, le contenu un peu plus snack, etc. Les pages Notion aussi, forcément, c'est quand même vachement pratique. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. C'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des limites à tout. Il y a des limites aux pages Notion, il y a des limites au site web Canva, il y a des limites aux réseaux sociaux. Et le site internet en 2026, il prend une place différente parce que le SEO lui-même prend une place différente avec en fait les intelligences artificielles qui désormais peuvent accéder en fait au site internet, au contenu des sites internet pour pouvoir référencer sur leur recherche à eux, sur leurs résultats de recherche à eux, du contenu des sites internet. C'est vrai. Et puis, bah, quand j'ai fait mes recherches un petit peu pour préparer l'épisode, j'ai aussi vu ce qui était dans les grandes tendances, les leaders du marché qui annonçaient les grandes tendances pour 2026 et après, et qui disaient que ça va être le grand retour, la consécration à nouveau des contenus longs. Oui, oui, parce qu'en fait, depuis 3 ans maintenant, enfin, le ChatGPT, je crois que c'est sorti fin 2022 au grand public. Ça existait déjà avant, mais en tout cas, le grand public l'a connu que fin 2022. Euh, on a tous trouvé ça génial. Enfin, je veux dire, moi, la première, on a tous trouvé ça génial de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant, on l'a peut-être beaucoup utilisé et je crois que les gens maintenant arrivent à reconnaître un contenu qui est généré par l'intelligence artificielle et ils ont besoin d'humains. Les gens ont besoin maintenant, je crois même, de voir des fautes d'orthographe. De toute façon, on le voit dans les posts, les posts, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Il n'y a jamais autant de réactions à un post en commentaire que quand il y a des fautes d'orthographe parce que ça fait réagir et en même temps ça humanise et on crée une relation. Et donc les gens ont besoin de ça. Donc ça va être une tendance parce que c'est un besoin que les gens ont maintenant. Et donc, pour les néophytes qui n'ont pas actuellement de site internet et qui, du coup, ne comprennent pas bien la différence entre une page Notion ou Canva et un vrai site internet, c'est quoi la grosse différence? Alors, déjà, il y a le référencement donc classique. Tu vas plus facilement trouver en tapant sur un moteur de recherche le site internet de la personne que sa page Notion.
La page Notion, c'est vrai que même si tu la publies sur Internet, c'est pas le premier truc qui va arriver dans les résultats de recherche. On parlera même pas des pages Canva qui sont absolument pas référencées, hein. Je veux dire, la page Canva, elle est bien quand tu l'utilises dans un arbre à liens, par exemple, mais il faut déjà que la personne connaisse, en fait, il faut déjà qu'elle ait la démarche de venir te chercher à la base pour pouvoir ensuite aller analyser ton espace sur Canva. Alors que sur ton site internet, bah, si tu es bien référencé, si le travail de référencement est bon, s'il n'y a pas beaucoup de monde sur ton marché, ou alors si tu es en local, tu as quand même beaucoup plus de chances d'être trouvé. Donc, c'est sûr que ça ne demande pas le même travail, c'est pas le même budget, c'est pas le même investissement, mais la portée n'est pas la même non plus. Donc, avoir une page Notion, c'est bien quand tu veux faire un récap, par exemple, et que tu n'as vraiment rien, que tu n'as pas forcément le budget, ou que tu fais un truc rapide parce que tu viens de t'installer et que tu as déjà 56 000 choses à faire. Notion, quand tu l'utilises pour tes clients, tout ça, c'est juste génial. Pour toi, c'est encore mieux. En site internet, c'est pas recommandé, mais disons que ça fait l'affaire en attendant de mieux. Canva, moi, je pense qu'on oublie. Littéralement, on oublie. Même si tu veux quelque chose de joli, j'ai envie de dire, oublie quand même. Il y a C'est le d'autres meilleur conseil. supports. Ouais. Vaut mieux partir sur un site internet ou alors utilise les réseaux sociaux qui ont un contenu beaucoup plus vivant. Si ton but, c'est de te faire connaître, utilise ça plutôt que de t'embêter à faire un site Canva, même si c'est rapide à faire. Ça, limite, tu te tires une balle dans le pied, je trouve. Donc, la grosse différence, c'est ça, c'est la portée, en fait. Ok. Donc, pour reformuler, je dirais que un site internet, ça vient s'inscrire dans une démarche de visibilité. Ouais. Et ça va être une visibilité qui, du coup, va être complémentaire à celle qu'on a sur les réseaux sociaux. Le réseau social, c'est une visibilité qui s'alimente avec l'activité sur le compte. Est-ce qu'on poste? Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on est présent? C'est ça. Donc, ça demande quand même un investissement en temps conséquent quotidien. C'est ce Ouais. qui fait que c'est gratuit, concrètement. C'est parce que c'est nous le produit. C'est ça. Tu es le produit. C'est vrai que sur un site internet, tu as moins cette démarche d'aller créer régulièrement, sauf si tu fais des articles de blog, mais c'est pas quotidien. Éventuellement, tu vas aller modérer les commentaires, des choses comme ça, mais il y a alors déjà le contenu va durer plus longtemps. Un article de blog va avoir une portée plus longue dans le temps qu'un post Instagram ou qu'une vidéo TikTok. Mais ça va aussi demander moins de temps au quotidien pour l'entretien. Ça va demander forcément du temps pour la rédaction, etc. Mais au final, pas plus que pour un article, que pour un post, pardon. Et tu as moins besoin de travailler le visuel, en fait. Quand tu fais un article de blog, généralement, tu travailles un petit visuel éventuellement. Tu n'es même pas obligé, tu peux juste utiliser une photo de banque d'images. Et puis, ton template, en fait, est fait. Donc, il est toujours réutilisé sans que tu aies à refaire la mise en page, etc. Là où sur un post Instagram, il faut te démarquer de tes concurrents parce que sur la grille de ton téléphone ou de ta tablette, tu as des centaines de posts qui se baladent et ça va être le visuel le plus attirant. Sur l'article de blog, on va être plus sur le fond que sur le fond du contenu. Il va falloir intéresser la personne, utiliser les bons mots-clés, mais ça ne va pas être tout à fait pareil qu'un post où il va falloir être régulier, utiliser les tendances actuelles parce que des fois, il y a des contenus plus tendances que d'autres, etc. Sur le blog, c'est un peu plus permissif. Je t'avoue que je suis un peu old school sur ça. Je vais faire ma vieille boumeuse, mais c'est pas grave. J'aime lire, en fait, tout simplement. J'aime la réflexion profonde avec des arguments et des contre-arguments. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à être frustrée sur les réseaux sociaux parce que, en fait, la forme ne nous permet pas d'aller dans le fond des choses. Donc, même dans un carrousel, hein, très bien pensé, très bien amené, etc. Au final, dans un tout petit format comme ça, 4 par 5, tu peux pas non plus raconter toute ta vie par le menu, quoi. Tu peux pas mettre l'encyclopédie. Non, 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 Or, non. Et moi, puis j'aimerais bien. c'est surtout que c'est pas fait pour ça, en fait. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le contenu snack. Ça doit être consommé rapidement. Et c'est pour ça aussi qu'il dure pas. C'est qu'il est consommé rapidement. Et puis, on passe à un autre contenu, des fois, qui n'a rien à voir. Tu peux passer d'une recette de cuisine d'un coup à un tuto bricolage. Et puis après, tu reviens sur un truc business. Enfin, c'est pensé pour être fait comme ça. Quand tu fais une recherche, quand tu tombes sur un article de blog, c'est que tu as déjà la démarche, généralement, d'avoir cherché le sujet en question. Et du coup, c'est vrai que tu attends à avoir un maximum de réponses sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs autre chose ou tu t'attends à tout trouver au même endroit, en fait. Et c'est ce qui fait la différence. Sur un post Instagram, on prend Instagram, mais c'est pareil sur les autres réseaux sociaux, hein, que ce soit LinkedIn, TikTok, etc.
Sur un post Instagram, tu t'attends à avoir une info qui va attiser la curiosité, mais qui va vite passer, alors que quand tu es sur un site internet, ce que tu cherches, bah, pour le coup, c'est plus l'information dont tu avais besoin et tu t'attends à avoir une ligne d'information, des fois même un peu trop, mais tu t'attends à tout avoir au même endroit sans passer d'un contenu à l'autre, quoi. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que comme on est chef d'entreprise, forcément, la psychologie des gens qui arrivent sur notre compte en réseau social ou sur notre site internet, bah, ça nous intéresse pour savoir comment on peut les aider et surtout aussi bah, comment on peut convertir et vivre de notre activité. Et donc, c'est super intéressant que tu puisses dire que les réseaux sociaux sont intéressants pour la découvrabilité à Ouais. court terme, du Mm, coup, mm. mais que le site internet, c'est une stratégie plutôt long-termiste et de rétention pour le coup. Parce que C'est ça. les gens sont attirés par un contenu long, ils viennent d'eux-mêmes chercher l'information. S'ils la trouvent sur ton contenu, eh ben, ils vont peut-être aller voir ce que tu fais. Et ils seront beaucoup plus susceptibles de cliquer sur mes offres dans ces cas-là. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que ces dernières années, on a souvent vu le côté, c'est soit j'ai un site internet, soit j'ai des réseaux sociaux. Si j'ai l'un, j'ai pas forcément besoin de l'autre. Moi, je pense qu'ils sont complémentaires. C'est pas parce que on parle de contenu snack, etc. sur Instagram que c'est pas utile. C'est la porte d'entrée souvent vers un contenu. De toute façon, avant de recevoir, il faut donner un peu. Donc forcément, c'est la porte d'entrée vers le reste. Et c'est pas pour rien non plus que de toute façon, sur les articles de blog, généralement, en bas, tu as le lien pour partager sur les réseaux sociaux, pour aller voir sur les. Parce que tout est lié, en fait, c'est un cercle. C'est pas, il n'y a pas à choisir d'avoir un site internet ou des réseaux sociaux. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Maintenant, il faut utiliser intelligemment les deux. C'est-à-dire que si tu as des réseaux sociaux, mais que tu les mets jamais à jour, que tu postes jamais rien, que tu suis personne, que tu interagis avec personne, il n'y a pas d'intérêt. C'est la même chose sur un site internet. Si tu as un site internet dans lequel tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de mots-clés, qui n'est pas mis à jour, qui n'a même pas ta charte graphique, etc., ça sert à rien. Autant ne pas en avoir. Maintenant, les deux sont compatibles. C'est vraiment des outils et des leviers de communication qui peuvent interagir entre eux et qui doivent interagir entre eux. C'est un vrai écosystème, mais effectivement, je suis d'accord avec toi qui doit être pensé pour bah, te mettre en valeur, parce que sinon, il dessert ton image en te rendant pas assez professionnel. Ouais, complètement. À vouloir être partout en étant nulle part, finalement, c'est faire pire que mieux. Alors moi, j'ai toujours mieux vaut fait que parfait, oui, mais il faut quand même avoir la conscience de à quoi ça va servir et avoir posé les bons objectifs, avoir défini l'objectif de ton site internet, l'objectif de tes réseaux sociaux et les objectifs en commun qu'ils vont avoir. Il faut tout penser dans son ensemble et pas penser séparément. C'est des contenus différents, c'est des formats différents. L'un va nourrir l'autre et ça marche dans les deux sens. C'est pas plus un sens que dans l'autre, mais il faut vraiment les avoir pensés en amont, en fait. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Donc, on a vu quand même que le site internet était loin d'être mort en 2026, que ça restait une stratégie importante et intéressante à utiliser dans un écosystème d'acquisition et de rétention. Du coup, c'est quoi les essentiels qu'il faut savoir quand on veut créer un site internet ou que bah, on vient de le faire, on vient d'acheter son nom de domaine, mais que maintenant on est un peu perdu. Alors, bah, la première étape, déjà, tu l'as dit, c'est le nom de domaine. C'est vraiment la toute première étape. C'est sélectionner là où on va vouloir être trouvé, en fait. Donc, il y a les différentes extensions, etc., à choisir pour avoir le format le plus adapté à soi et à sa cible aussi, parce que c'est surtout destiné à notre cliente idéale. Ça ne nous est pas destiné à nous. On doit en être fier, on doit pouvoir en parler, mais on vise notre cliente idéale. C'est à elle qu'on parle. Donc, tout doit être orienté vers elle. Donc, on commence par le nom de domaine. Après, généralement, en même temps, on réserve la formule d'hébergement. Donc, c'est là qu'on choisit quel hébergeur on va avoir. Il y a différents types d'hébergement en fonction de ce dont on a besoin, de où on se trouve, et surtout bah, de la portée du site internet sur le long terme, parce que bah, le site internet, on le pense là, aujourd'hui, à l'instant T, mais il faut le voir aussi dans plusieurs années, à 3, 4, 5 ans, idéalement plus encore, mais déjà 5 ans, c'est bien. Savoir où on veut aller dans 5 ans pour pouvoir bien choisir. Un hébergement, ça se change, c'est pas définitif. Un nom de domaine aussi, ça se change, mais c'est plus compliqué. La plateforme d'hébergement, ça se change, tu peux changer tous les ans si tu veux.
est juste un peu embêté par la migration, mais après, c'est tout. Et puis après, il faut avoir défini son client idéal. Après, le reste, c'est de la technique. Mais pour moi, les principales choses que tu peux faire et que tu dois faire quand tu crées ton site internet, que tu le fasses faire par quelqu'un ou que tu le crées toi-même, c'est le client idéal. C'est vraiment savoir ton client idéal, savoir où tu veux aller, où tu veux l'emmener. Et après, le reste, c'est de la technique et tu en trouveras partout. C'est vrai que c'est le client idéal, on en revient toujours là. Je sais que ça vous avez levé les yeux au ciel quand vous avez entendu ça, c'est obligé, on se sait, mais néanmoins, si on ne sait pas à qui on parle, bah, c'est comme le reste. On gâche de l'argent et ou du temps par les fenêtres parce que bah, ça ne fera pas mouche, ça touchera pas l'attention des gens que vous voulez aider. C'est ça, c'est comme faire un gâteau, comme si tu fais un gâteau aux cacahuètes pour quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes. Tu vas faire pire que mieux, c'est-à-dire que non seulement il ne pourra pas en manger, en plus de ça, quand même des chances qu'il y ait un petit peu des problèmes derrière, quoi. Donc, le site internet, c'est pareil. Fais le bien, adresse-toi aux bonnes personnes, ou alors ne le fais pas à temps si tu ne te sens pas prêt, mais quand moi je dis mieux vaut fait que parfait, c'est vrai, il faut pas, on ne cherche pas la perfection. Maintenant, le minimum du minimum, c'est quand même de savoir et de définir ton client idéal. Si ton client idéal ne vient jamais sur ton site internet, il n'y a aucun intérêt, quoi. Alors oui, clairement, je pense que tu as raison de dire qu'il y a un ordre logique dans lequel faire les choses, notamment aussi pour la création de sites internet. Et je sais que dans ton process, pour l'avoir suivi, c'était évident. L'une des premières questions que tu m'as posées, c'est à qui tu t'adresses? Comment tu l'aides? C'est Ça a ça. l'air bête, mais c'est essentiel. Ben, c'est tout bête, mais en fait, tu as raison de dire que c'est essentiel parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, alors il est encore en cours de création parce que c'est un gros site, mais j'ai une entreprise qui est un peu plus grosse que d'habitude qui m'a démarché et qui m'a pas donné son client idéal. Moi, sachant que je suis plutôt spécialisée vers les solopreneurs ou vers le particulier, automatiquement, quand j'ai vu les produits qu'ils vendaient, j'ai pensé qu'ils s'adressaient à une clientèle de particulier. Et donc, j'ai pensé la maquette initiale comme le site qui s'adresse à un particulier, donc avec la structure qui s'adresse à un particulier. Il y avait des parties recettes, il y avait l'histoire de l'entreprise, mais vraiment orientée familiale, enfin vraiment ce qui va toucher un particulier. Et en fait, la personne, au moment de la maquette, m'a dit, mais c'est bien, mais en fait, nous, on s'adresse plutôt à des pros, à des grandes distribs, des choses comme ça, donc rien à voir. Et du coup, ça ne veut pas dire que ma proposition était pas bonne, c'est juste qu'elle visait pas la bonne personne. Parler d'une histoire familiale ou des recettes à des pros dont c'est pas le métier, hein, ils sont pas cuisiniers, ça va pas les intéresser. Et donc, on passe à côté de l'essentiel du message où là, on devait plutôt parler de l'aspect logistique, des capacités de l'entreprise, etc., du développement de l'entreprise. Si j'avais suivi ma proposition initiale et si la personne n'avait pas dit, oula, on ne s'adresse pas à la même personne, bah, en fait, on aurait fait un site internet qui aurait été très beau, qui aurait très bien pu s'adresser à des particuliers, mais qui n'aurait servi strictement à rien puisque c'était pas eux les clients. Et ça aurait été quand même très dommage. Donc, si on Voilà. récapitule, idéalement, parce que bon, si tu as déjà acheté ton nom de domaine, bon bah fais avec. C'est ça, débrouille-toi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est surtout que Oui, ce non, serait c'est ça. dommage de rembobiner les choses, de se faire rembourser et finalement dans 6 mois de refaire la démarche avec potentiellement un nom de domaine qui n'est plus disponible. Alors, tu peux garder, tu n'es pas obligé d'avoir qu'un seul nom de domaine. Généralement, la convenance, c'est un nom de domaine, mais tu peux en avoir plusieurs qui pointent vers le même site. Souvent, quand tu fais un changement de nom de domaine, c'est ce que tu fais. Si tu changes en cours d'année ou tu t'attends pas généralement le dernier moment. Quand tu sais que, par exemple, ton entreprise change, tu achètes tout de suite le nom de domaine, l'autre est encore valide. Et puis, au moment de la transition, pour pas perdre tout le monde en route, tu fais pointer l'ancien nom de domaine vers le nouveau. Ça, c'est possible aussi. Mais disons que, on fait avec ce qu'on a. On peut en avoir plusieurs. On peut avoir un .fr, un .com. On peut en avoir complètement différents. On peut avoir les tirer, pas les tirer. Tu peux même en avoir et pas les utiliser pour éviter que tes concurrents te les piquent. Mais voilà, le nom de domaine, c'est le truc le moins cher parce que c'est une dizaine d'euros par an. Souvent, en plus, tu prends ta formule d'hébergement, c'est inclus avec, donc tu le payes même pas. Enfin, tu le payes, mais tu le vois pas. Et voilà, mais c'est pas perdu. C'est juste que si tu l'as, réfléchis bien dès le départ à ce que tu prends, quoi. C'est sûr. Vérifie que le nom soit disponible, ce genre de choses quand même. Aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc ensuite, on travaille sur son client idéal, d'abord pour soi. Si on veut être bon vendeur, c'est quand même l'idéal. Et puis ensuite, pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre potentiellement qui va faire son site internet.
C'est ça. De toute façon, le client idéal, tu t'en resserres pour tout et n'importe quoi après. Donc, tu le fais une fois, mais tu le fais une fois pour tout, en fait. Ensuite, tu en parlais un petit peu avant, mais c'est définir des objectifs précis pour son site internet, des Mhm. objectifs en nombre de visites, par exemple. Alors, objectif en nombre de visites, oui et non, parce que ça reste compliqué à atteindre. On peut jamais vraiment, on peut jamais, enfin, si quelqu'un te dit, moi, je te promets X visites par mois, techniquement, c'est compliqué, tu vois. C'est un peu, ça serait comme faire une promesse de vente, etc. Tu peux pas vraiment. Parce que c'est pareil, on vise le client idéal, mais des fois, on pourrait passer à côté. Ça, c'est rare, ça pourrait arriver. Ou alors, ton client idéal, il change en cours de route et enfin, voilà, c'est plus tout à fait la même chose. Les objectifs plutôt à définir, c'est plutôt quelle va être la place de ton site dans la communication, donc au sein de ton entreprise. Est-ce que ton site, il va avoir une destination juste à être un site vitrine ou être un site marchand, ou alors est-ce qu'il commence par être un site vitrine et dans 3-4 ans, t'espères qu'il devienne un site marchand avec des moyens de paiement, des choses comme ça. Est-ce que le site internet en lui-même va plutôt être destiné à une clientèle qui utilise plutôt un ordinateur ou plutôt un mobile? Ça, c'est pareil, c'est des choses à penser en amont. On est plus sur de la logistique, en fait, et sur de l'évolution business quand on pense à son site que sur un vrai objectif. On peut se poser des objectifs chiffrés de visite, de vente, de choses comme ça, mais c'est pas forcément l'indicateur le plus parlant parce qu'au début, le temps que ton site soit référencé, il peut se passer des fois très longtemps. Et puis des fois, il peut y avoir des bons mois, des moins bons mois. Maintenant, c'est pour moi difficile de poser un objectif chiffré sur un nombre de visites. C'est possible, mais compliqué à atteindre et ça, tu vas plus facilement te décourager que vouloir passer à l'action après. Je rajouterais aux objectifs que tu viens de citer qui sont hyper pertinents, le fait aussi de se former au référencement, au fonctionnement en fait du référencement naturel. Parce Ouais, que on peut écrire un article de blog par semaine. Si on n'utilise pas les bons mots-clés qui sont utilisés par notre cible, eh ben encore une fois, on va viser à côté. c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a les mots-clés de notre cible, il y a les mots-clés aussi qui sont référencés par les moteurs de recherche. On va citer Google parce que c'est le principal moteur de recherche. Et voilà, si tu plais à Google, je veux dire, tu n'as pas forcément besoin de plaire aux autres. C'est mieux si tu leur plais aussi. Mais vaut mieux plaire en priorité à Google et après aux autres que l'inverse parce que tu as plus de chances d'être référencé comme ça. Mais oui, il faut se référencer. Enfin, il faut apprendre le référencement naturel, il faut apprendre les mots-clés, il faut apprendre aussi la façon, quand tu fais ton article de blog, à bien utiliser tes balises de titre, les balises H, etc. Donc H1, H2. On n'utilise pas ces balises de taille, enfin, on n'utilise pas les balises H, H1, H2 comme le réglage de la taille. Ça ne marche pas comme ça. C'est à proscrire, c'est interdit, on ne fait pas ça. Mais voilà, après, le référencement, c'est pareil, le SEO, c'est comme pour tout le monde. Chacun va avoir sa propre version. T'en as qui vont te dire de faire comme ça, t'en as d'autres qui vont te dire de faire autrement. Il faut quand même avoir des bases. Le mieux, c'est d'avoir des bases quand tu te lances dans la rédaction d'articles de blog, et je conseille fortement de se lancer dans la rédaction d'articles de blog, surtout cette année. Il faut quand même avoir les bases. Il faut avoir les bases et puis après, sur la partie un peu moins technique mais tout aussi importante, c'est intéressant d'avoir une charte graphique qui va être cohérente pour pouvoir Ouais. alimenter le site. Et puis, bah, si on a déjà des témoignages et des preuves sociales qu'on va pouvoir injecter aussi dedans pour prouver qu'on ne débarque pas comme ça un beau jour et qu'on a eu de la lumière, C'est c'est ça. aussi intéressant. Bah, la charte graphique, alors on n'est pas obligé parce que souvent les gens, quand on leur parle de charte graphique, ils s'attendent à un truc réalisé, enfin voilà, le truc hyper précis, hyper pointu. C'est toujours mieux, plus ta charte graphique elle est belle, c'est le premier truc que tu vois. Enfin, forcément que l'idéal c'est d'avoir une charte graphique qui soit la mieux possible, la plus travaillée possible. Maintenant, c'est pareil, c'est comme tout, c'est un budget, c'est pas forcément le budget du moment, c'est pas forcément la priorité du moment en termes de timing non plus. Le tout pour moi, c'est que on puisse reconnaître ta charte graphique sur tes réseaux sociaux et sur ton site internet. Qu'on n'ait pas l'impression que tu ne sois pas en jaune et rouge sur Instagram et en bleu et violet sur ton site. Parce que du coup, forcément, on a l'impression de rater quelque chose. Ça arrive chez certaines entreprises qui font un rebranding, qui font le rebranding du coup sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils ont un community manager et puis qui attendent un petit peu avant de faire le rebranding sur le site internet ou qui laissent le site internet actuel encore en ligne pendant qu'ils travaillent derrière. Et en fait, quand tu arrives sur le site,
tu as l'impression d'avoir 2 entreprises différentes, quoi. C'est-à-dire que des fois, en plus, il suffit que le ton de communication ait changé, alors là, ça y est, tu es complètement perdu, quoi. Donc oui, il faut avoir une charte graphique, mais c'est surtout qu'il faut qu'on voit le lien en fait entre tes réseaux et ton site internet. Et puis les témoignages, bah forcément, c'est la preuve sociale. J'irai même plus loin. Moi, je dirais que on est en 2026. On veut plus des témoignages juste screenshotés. Maintenant, on veut du témoignage prouvé. Donc, pour moi, le meilleur moyen pour ça, c'est les fiches Google My Business. C'est clairement le meilleur moyen déjà de se référencer parce que du coup, tu références aussi ta fiche Google My Business et donc, bah, tu références encore une fois un petit peu plus ton site, tes réseaux sociaux, etc. Mais surtout, ta preuve sociale, elle est validée. Tu vois que derrière la personne, forcément, il y a toujours des faux, des choses comme ça, mais tu as quand même moins de chances d'avoir des faux sur Google My Business que les avis screenshotés. Les avis screenshotés, c'est bien, je trouve, sur Instagram parce que c'est pareil, c'est temporaire, c'est pas perpétuel. Maintenant, c'est pas l'idéal sur un site internet. Enfin, ou alors, il faut que ça évolue très régulièrement. Et puis, pas pareil, si tu n'en as pas au début, bah, fais 100, mais essaye quand même d'avoir le maximum dans ces cas-là de choses à montrer. C'est-à-dire que si tu as un métier où tu peux montrer du visuel. Dans mon cas, ça serait montrer des sites internet. Dans le cas d'un community manager, ça serait montrer des posts. Dans ton cas, à toi, ça serait montrer des exemples d'espace notion. Voilà, si tu peux montrer, fais-le. Et puis après, récolte tes avis. N'oublie pas de les récolter, surtout. C'est important. Et ça, je sais que toi, tu fais très bien et que tu as tout pensé dans les espaces notions pour récolter les avis. Donc, ça, vraiment, c'est cool parce qu'il faut que ça devienne un automatisme, en fait. C'est important parce que, en plus, j'ai regardé là récemment des statistiques, 96% des gens s'appuient sur justement les avis des gens qui ont été nos clients précédemment pour savoir s'ils veulent travailler avec nous ou pas. Donc Ouais. c'est massif. Et je veux dire, je suis la première aussi à faire ça quand je tombe sur un site un peu bizarre. Alors en général, c'est pour acheter des produits, tu vois. Mais quand je tombe sur un site, la première chose que je fais, c'est avis, nom du site, et je vais lire les 3 premiers résultats parce que non, c'est pas possible de donner de l'argent à un site bizarre, tu vois. Mais ça va Donc, même plus loin que ça, hein. Je ne sais plus la statistique, mais je sais que, par exemple, pour les entreprises locales, donc les boutiques, je ne sais plus, je crois que c'est plus de 90%, je me demande si c'est pas 95%, quelque chose comme ça, des personnes consultent d'abord les avis avant de se déplacer en boutique parce que les gens veulent plus perdre de temps, ils veulent avoir un service premium, ils veulent savoir où ils vont mettre les pieds. Et c'est à double tranchant parce que des fois, les avis sont pas forcément bons, mais en fait, c'est pas forcément, enfin, ça peut des fois être un petit peu biaisé, donc ça peut être compliqué à ce niveau-là, mais les avis en 2026, déjà les années précédentes, c'était important. Les avis, la preuve sociale, ça va l'être encore plus. c'est vrai. Un avis bien référencé, bien documenté, ça servira toujours son business. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une belle plateforme, une belle vitrine pour pouvoir le mettre en valeur. En plus, disons que ça vient appuyer en fait encore plus, c'est-à-dire que si on ne tombe pas sur ta fiche Google My Business, mais qu'on tombe sur ton site et qu'on voit les avis en même temps, c'est toujours du plus. Tu évites aux clients d'aller chercher les avis sur toi. Il y a aussi des sites qui trichent un petit peu, qui n'affichent sur leur site internet que les bons avis, parce que ça, tu peux choisir de n'afficher que les avis au-dessus de 4, etc. Mais en règle générale, si tu triches pas trop, c'est plutôt quelque chose qui va te servir que l'inverse. Et puis au bout d'un moment, quand tu triches, de toute façon, ça se sait. Oui, je suis tombée récemment sur un site où les avis étaient très très bons et c'était, je crois, 4,8 sur 5 sur les avis. Donc, et en plus avec le petit logo Google. Et en fait, quand tu cherches sur la fiche Google My Business, et bien, tu vois que on retrouve bien certains avis qui étaient mis sur le site, mais on en retrouve aussi des moins bons. Et en fait, la note, finalement, elle tombe à 2,8, quoi. Ah oui, Ouais. effectivement, c'est pas la même chose. Mais quand tu fais la moyenne que sur les avis à plus de 4, forcément, ça aide pas mal. Mais la quantité d'avis n'était pas la même sur la fiche Google et les avis n'étaient pas les mêmes. On retrouvait bien les mêmes avis. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas complètement triché. Ils ont quand même repris des bons avis, mais ils ont oublié de mettre les moins bons. Bon, on va changer de sujet parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire si on partait sur les gens qui trichent, mais C'est ça. j'ai envie de t'emmener un petit peu plus dans la technique maintenant. On va s'adresser aux auditrices qui n'ont pas encore créé de site internet, mais pour qui c'est un projet en 2026.
On entend tout le monde tirer la couverture à soi sur les hébergeurs, entre WordPress, Wix, OVH, H2O et que sais-je encore. Concrètement, on, on- on- on doit se diriger vers quoi? Qu'est-ce qu'on doit prendre? C'est quoi tes recommandations d'experte, toi? Alors, pour les hébergeurs, c'est comme pour tout, tu sais, on a chacun nos préférences. Ce que je vais dire là, ça va valoir pour moi, ça vaudra peut-être pas pour un de mes, je vais dire de mes concurrents, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais voilà. On a chacun nos propres avis. Déjà, il y a un truc important, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu l'as dit, tu as dit WordPress. Alors, souvent, il y a cette petite confusion. Donc, il y a WordPress, le site qu'on connaît tous, le CMS qu'on connaît tous, mais il est vrai que WordPress a aussi sa propre plateforme d'hébergement. Le site, la création de site se fait avec wordpress.org et l'hébergement, c'est le wordpress.com. Ils ne sont pas tout à fait identiques. C'est moins permissif quand tu es sur la plateforme d'hébergement wordpress.com que le wordpress.org. Il faut savoir que de toute façon, maintenant, la plupart des hébergeurs intègrent un outil pour installer le wordpress.org. Donc, du coup, on a moins les soucis qu'on avait auparavant où il fallait aller chercher le dossier, l'insérer, etc., etc. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant, tu as un outil, c'est un outil one-click. Souvent, tu fais 3 clics, tu mets le nom que tu veux donner à ton site et puis tu laisses s'installer et tu es tranquille, tu n'as plus rien à faire. WordPress.com, eux, ils te proposent avec la formule d'hébergement, mais il y a par exemple des extensions que tu ne peux pas mettre parce qu'ils ne les tolèrent pas en fait sur leur hébergement, parce que c'est trop lourd, et même en termes de référencement, c'est moins bien quand tu es référencé sur WordPress.com que quand tu as une autre plateforme d'hébergement. Donc, disons que c'est bien si vraiment tu ne veux pas t'embêter, mais tu vas être très très vite limité. Et ça ne sera pas forcément plus facile puisque maintenant, la plupart des hébergeurs intègrent un outil pour installer leur site directement sur leur plateforme d'hébergement. Donc, ça, pour le coup, c'est plus quelque chose, c'est plus une qualité que maintenant WordPress.com peut mettre en avant. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et après, il y a les plateformes d'hébergement. Donc, tu en as différentes. Tu l'as dit, tu as Wix, tu as Yonos. On ne va pas toutes les citer parce que c'est vrai, tu as un choix maintenant assez fou. Moi, je travaille avec Planet Hoster. Il faut toujours bien regarder quand tu choisis ta formule d'hébergement parce qu'une fois, on m'a dit, oui, tel hébergement est moins cher, je paye que 10 euros par mois ou quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, finalement, en payant 10 euros par mois, ça revient plus cher que moi chez Planet Hoster. C'est juste que chez Planet Hoster, tu payes tout d'un coup. Tu n'as pas de forfait mensuel, c'est annuel. Donc, forcément, tu as l'impression sur le coup que c'est une grosse somme. Sauf qu'au final, quand tu regardes, si vraiment tu mensualises, tu payes moins cher au mois chez Planet Hoster qu'ailleurs. Ça, c'est le premier point à vérifier, c'est le prix. Fais ton prix sur l'année et pas uniquement sur le mois parce que tu risquerais d'avoir des petites surprises. Premier point à vérifier. Deuxième point à vérifier, c'est la puissance de l'hébergement. C'est pas toujours facile. C'est franchement pas toujours facile à vérifier parce que il y a certains prennent certains indicateurs, puis tu en as d'autres qui prennent d'autres indicateurs, etc. On va pas commencer à rentrer dans la technique des RAM, des choses comme ça, parce que là, sinon, on va s'y perdre. Et puis, ça va être plus décourageant qu'autre chose. Mais c'est des choses à vérifier parce que des fois, à tarif égal, tu n'as pas la même puissance qui est déployée derrière. Des fois, tu as aussi des plateformes d'hébergement sur lesquelles tu ne peux installer qu'un seul site. Alors, pour la plupart des gens, ça suffit largement parce que souvent, une entreprise n'a qu'un site. Mais dans certains cas, tu as besoin d'avoir 2 espaces bien distincts ou alors tu sais que tu vas créer une deuxième entité et du coup, pour éviter de reprendre une deuxième formule d'hébergement, tu peux utiliser la même formule d'hébergement et mettre 2 sites dessus. C'est des choses qui sont à vérifier. On est déjà un petit peu plus dans la technique avancée. Moi, je recommande Planet Hoster. Je sais qu'il y a certaines… Alors, on peut aussi parler de ceux qui ont un e-commerce parce que du coup, là, on est encore sur autre chose. Le e-commerce, si tu installes un e-commerce avec WordPress, tu vas aussi devoir avoir WooCommerce. Donc là, on commence à rentrer dans ce que moi j'appelle les machines de guerre parce que c'est des choses qui sont assez lourdes en termes de poids, lourdes en termes de technique, qui sont assez conséquentes. Dans ces cas-là, si tu n'as pas le budget, parce que c'est pareil, WooCommerce est gratuit, mais si tu ne le fais pas par toi-même et que tu le délègues, et ben forcément, la personne va te prendre plus cher parce que ça va lui prendre plus de temps. Si je prends mon exemple concret pour un site vitrine sans WooCommerce, je suis à 1 497 € avec la formule d'hébergement. Si on arrive sur un e-commerce, eh bien, tu rajoutes facilement 1 000 € de plus. Voilà. Donc, tu as cette somme qui est à prendre en compte,
qui n'est pas forcément toujours possible quand tu te lances, quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne sais pas exactement ce que tu vas vendre, ni comment tu vas le vendre, ni combien de fois tu vas le vendre. Idem, si tu sais que tu n'as que 3 produits, aller déployer un WooCommerce pour 3 produits, honnêtement, oublie. Tu peux, mais il n'y a pas grand intérêt. Donc, dans ces cas-là, on peut se tourner éventuellement vers des plateformes comme Shopify ou Etsy. La nuance, c'est que dans ces cas-là, ce n'est pas ton site qui va être référencé, c'est qu'il va falloir que tu sois connu dans ces cas-là sur tes réseaux sociaux, par exemple. Et c'est là où on revient à notre idée de départ de dire que nos réseaux sociaux et notre site internet sont un ensemble et pas séparés, pas opposés. Si tu utilises ton site comme un site vitrine, dans ces cas-là, il peut faire connaître tes réseaux sociaux et inversement. Si tu utilises des plateformes comme Shopify, Etsy, etc., pour vendre tes produits qui vont vraiment servir à faire la liaison entre le paiement, la plateforme avec la réception de la commande, entre guillemets, qui va plus gérer la partie technique, et ben dans ces cas-là, il ne faut pas trop espérer que ce soit eux qui référencent ton site, mais plutôt il faut que toi, de ton côté, tu aies déjà une bonne présence visuelle sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai rien oublié, parce qu'après, sinon, on part dans la technique et on va perdre du monde en route. Ça, je le sais. Déjà là, s'ils ont tout écouté, honnêtement, on a de la chance. Je suis sûre qu'ils ont bu tes paroles comme moi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on mette le lien de Planet Hoster en description de l'épisode. Et puis, entre Wix et Shopify, tu as une recommandation, ou Etsy par exemple. Est-ce que tu as une recommandation plutôt l'un par rapport à l'autre? Alors, moi, je dirais Wix, on oublie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que pour moi, je ne le compte même pas dedans. Wix, Jimdo aussi. Je sais qu'il y a des fans. Pour moi, on oublie. On perd pas de temps. S'il y en a qui ont des Wix ici, on me maudire, mais il vaut mieux attendre un peu et avoir un WordPress ou ne rien avoir que de partir sur un Wix, parce qu'en termes de référencement, c'est pas top. Une fois que tu es dessus, il faut tout migrer, machin, c'est plus compliqué. Jimdo, on oublie, c'est pareil. Je crois que ça existe encore, hein. Je crois qu'il y a des résistants qui ont encore Jimdo, mais pour moi, c'est pareil, c'est pas top. Et après, Etsy ou Shopify, moi, je dirais Shopify, c'est bien si tu fais de l'achat-revente. Moi, je le vois comme ça. Shopify, achat-revente. Tu vends des vêtements que tu achètes et que tu revends, ou des bijoux que tu achètes, que tu revends, ou n'importe quel produit en achat-revente, Shopify. Tu es plutôt artisan. Tu fais des créations par toi-même. Tu crées des bougies, tu crées des bijoux, tu crées des marque-pages. Bref, tu crées. Et ben, dans ces cas-là, pars sur Etsy parce que c'est vraiment plus fait pour les petits créateurs. Forcément, c'est une marketplace, donc tu seras mis en concurrence avec d'autres personnes, mais en termes de besoins, ça va couvrir plus tes besoins qu'un Shopify. Et surtout, tu t'appuies du coup sur l'autorité du site. Etsy, c'est connu et reconnu. Donc maintenant, il y a aussi des gens qui en abusent et qui vendent des produits chinois. Mais voilà, globalement, on sait que quand on va sur Etsy, c'est pour aller acheter le marque-page fait par la petite artisane du fin fond de la Creuse, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est que, alors, tu peux acheter en France, tu peux acheter à l'étranger, etc. Et c'est aussi ça la force d'Etsy, comme tu l'as dit. C'est reconnu et archi reconnu, et voilà. Mais c'est vraiment pensé pour les personnes qui créent. C'est vrai que faire de l'achat-revente sur Etsy, il y en a qui le font de façon très honnête ou de façon moins honnête en faisant croire qu'ils l'ont fait, mais ça, c'est encore une fois un autre débat. Maintenant, c'est vrai que faire de l'achat-revente sur Etsy, pour moi, c'est pas conseillé parce que tu n'auras pas les bons outils. Enfin, c'est pas forcément la plateforme dédiée, mais par contre, si tu es un artisan, t'embête pas à aller faire un Shopify, sauf si vraiment tu tournes bien et que tu as besoin de quelque chose, d'un vrai outil qui va aller plus loin, que tu as des centaines de commandes par jour. Oui, là, embête-toi pas avec Etsy qui va te prendre une commission. Fais ton propre truc. Dans ces cas-là, fais même pas un Shopify, fais un WooCommerce. Mais voilà, on saisit l'idée, c'est que en fonction de ton besoin, l'un et l'autre peuvent être adaptés ou pas. Et je voudrais juste rajouter, parce que tout ce que tu dis, c'est effectivement hyper intéressant et hyper pertinent. Quand tu as des centaines de commandes par jour, assure-toi aussi d'avoir la capacité en termes de travail de pouvoir le faire. Ça aussi, Alors, c'est un truc important. j'irai plus loin, je dirais la capacité en termes de travail, la capacité logistique pour les livraisons aussi, Aussi. parce que
Quand tu vas commencer à arriver à la poste avec 2-3 colis, ils vont être contents, mais voilà. Quand tu vas arriver avec une centaine de colis, ils vont plus t'aiguiller vers le centre de tri directement que vers le petit bureau de poste. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là. Et là, encore une fois, on pourrait, moi qui ai eu un e-commerce, on pourrait encore en débattre pendant longtemps. Mais oui, il y a tout ça à penser en amont. Mais c'est aussi pour ça qu'on disait au début, pense ton site à long terme. Peut-être qu'au début, tu vas commencer avec 2-3 commandes, mais que dans 5 ans, tu en auras des centaines par jour, et je te le souhaite. Mais dans ces cas-là, il faut que tu penses déjà à la suite de ton site. Si au début, tu commences avec un Etsy ou un Shopify, il faut déjà que tu penses à quel moment tu vas passer sur un WooCommerce, si tu as besoin de passer sur un WooCommerce. Ou alors, dans ces cas-là, est-ce que, si tu vois que les commandes, elles arrivent vite, est-ce que tu ne crées pas directement ton WooCommerce? Mais tout ça, c'est vraiment, on en revient au même cercle du départ où il faut penser tout ça en amont. Et tu sais que ça me plaît quand on me parle d'anticipation. Je connais ton amour pour l'anticipation, c'est pour ça, là, je crois que je viens de donner les bons mots-clés. Alors, on en a parlé un petit peu en introduction de cet épisode, la place de l'IA dans justement l'écosystème des sites internet, des réseaux sociaux et bref, comment on peut être par exemple cité par l'IA. Il n'y a pour l'instant pas de recette miracle. Il n'y a pas un truc où on va dire oui, ça c'est sûr, l'IA va le citer. C'est un petit peu comme tout, comme tout. Maintenant, il y a forcément ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de la place de ton site. Je pense que ça va aussi dépendre du nombre de contenus que tu crées. Forcément, si tu as 3 articles de blog, tu as quand même moins de chances d'être cité que quelqu'un qui en a 500. Enfin, il y a, je pense aussi l'antériorité du site. Un site qui est plus ancien, qui est installé depuis plus longtemps, on va plus facilement le retrouver sur les moteurs de recherche qu'un site plus récent. Il y a pour l'instant pas de vrai, il n'y a pas une astuce où on va se dire oui, là c'est sûr, ils vont te référencer. C'est pas encore, c'est trop récent encore pour l'instant pour qu'on ait un recul là-dessus. Il y a forcément des choses qui vont faciliter, on l'a dit juste avant, la fréquence, le contenu, la qualité du contenu, la taille du contenu, mais ça, de toute façon, ça va aller déjà avant l'IA. Plus ton contenu va être dense et long, sans non plus être trop long, et plus ça va le référencer. Plus ton contenu va être original et pas copier-coller d'ailleurs, et ça, c'est pareil, c'est pas bien copier-coller, mais ça va aider au référencement. En fait, ça va être un peu la même façon de travailler que pour le SEO actuellement, sans pour autant à l'heure où on se parle, avoir de pistes précises. Je trouve que pour l'instant, en tout cas avec notre niveau de certitude, ce qui est intéressant de bien garder en tête sur l'IA et le référencement, c'est que si c'est clair sur notre site internet de à qui on parle et comment on l'aide, Google le comprend dans son référencement et l'IA le comprend également. Ce qui veut dire que évidemment, il va falloir que la personne qui utilise l'IA ait le problème que l'on cherche à résoudre et fasse partie de notre cible pour être citée. Sinon, effectivement, on n'arrivera jamais en face de ses yeux. Mais si c'est clair, si c'est organisé de telle façon que l'information soit facilement retrouvable, si tous ces éléments-là ont bien été travaillés en amont, comme on l'a dit précédemment, et bien maintenant, ce qui est bien, c'est que ChatGPT cite ses sources plutôt que d'inventer des choses ou de trouver des informations et par contre, débrouille-toi pour les retrouver après, quoi. C'est ça, ou de broder des informations les unes avec les autres, prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Là, maintenant, on aura de la vraie source. Ça va être, je pense, le même principe que ce qu'on utilise sur les moteurs de recherche classiques, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils ont pas réinventé la roue, ils vont citer de la même façon, mais c'est vrai que on a cette chance maintenant d'avoir notre contenu qui se retrouve dans une recherche d'intelligence artificielle avec nous cités en source en dessous, et ça, pour le coup, c'est quand même un gros plus, plutôt que, comme tu dis, d'inventer des sources ou d'inventer des contenus, des choses comme ça. Là, maintenant, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Si on peut rajouter, c'est que de toute façon, si on regarde les blogs d'entrepreneurs actuels qui fonctionnent le plus, on peut parler, on va les citer, on peut parler d'Aline de The Bee Boost, on peut parler de Julia et Julie, qui ont des articles où à chaque fois que tu cherches un contenu, tu tombes sur elles parce que je pense que leurs clients vidéo sont ultra bien bossés.
ces personnes-là, automatiquement, elles sont déjà citées sur les moteurs de recherche, elles seront citées sur les IA parce que leur contenu parle à une cible qui est bien définie et qu'elles utilisent les bons mots-clés. Elles n'ont pas été cherchées, elles ont travaillé, attention, c'est pas ça, mais je veux dire, elles n'ont pas été inventées des trucs incroyables, elles ont juste super bien bossé leurs clients idéaux. Et ça fait aussi plusieurs années qu'elles font ce travail. Et de façon très régulière, parce qu'il y a ça aussi, la régularité. C'est pas à toi que je vais apprendre le côté régulier, l'importance des habitudes, etc. Mais il y a la régularité, il y a l'antériorité et le client idéal qui est bien travaillé. Et puis ça fait le bon combo, quoi. C'est un bon écosystème. Exactement. En parlant d'écosystème, qu'est-ce que tu préconises, toi, à tes clients quand il s'agit de faire un lien entre son site internet et ses réseaux sociaux? Peut-être aussi comment toi, tu fonctionnes à titre personnel. Alors, moi déjà, pour visualiser un petit peu, parce que souvent c'est compliqué, on voit, comme on l'a dit dès le départ, on voit souvent soit un site, soit des réseaux sociaux. Souvent en réseaux sociaux, on parle d'Instagram. En fonction, tu peux aussi avoir LinkedIn, tu peux aussi avoir TikTok. Tu as Facebook, mais tu as moins qu'avant quand même. On ne parlera pas des réseaux sociaux type X, l'ex-Twitter, parce que là, pour le coup, c'est un contenu un peu différent, c'est un peu comme Threads, etc. C'est des contenus encore plus snack et puis moins visuels, etc. Mais on va les mettre de côté, ceux-là. Il suffit de voir, en fait, comment tu visualises. Ton site, c'est une maison. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est le chemin pour y entrer. On ne peut pas encore actuellement, en fonction de comment tu es positionné, tu ne peux pas avoir la prétention de dire que les gens vont voir tes réseaux sociaux parce qu'ils viennent de ton site. Ça marche pour les grands groupes, ça marche pour les grandes chaînes. Je veux dire, on va parler par exemple, je dis n'importe quoi, de King Jouet. Tu vas d'abord sur le site de King Jouet avant d'aller sur leurs réseaux sociaux parce qu'à la base, tu cherches un produit, tu connais la marque King Jouet, tu cherches un jouet spécifique, tu tapes le nom du jouet ou tu tapes directement King Jouet, tu vas sur le site et ensuite, éventuellement, tu vas sur leurs réseaux sociaux pour voir les jeux concours, des choses comme ça, pour pouvoir t'abonner et suivre leurs actualités, leurs promotions, machin. Quand tu es solopreneur, tu n'es pas encore, en tout cas, je te le souhaite un jour, mais tu n'es pas encore au stade où les gens tapent ton nom, tapent ton produit pour le trouver sur les moteurs de recherche, pour ensuite, après, aller sur tes réseaux sociaux. Ils vont plutôt te découvrir sur les réseaux sociaux via un contenu que tu as fait, via une collaboration que tu as faite, complètement par hasard parce que tu auras été suggéré dans leur petit listing d'amis, là. Et après, ils vont aller sur ton site. Pour moi, pour un solopreneur, le site internet, c'est la maison et les réseaux sociaux, c'est le chemin pour y accéder. Si on doit le schématiser, pour moi, ça ressemble à ça. Il faut que on ait cette porte d'accès de tes réseaux sociaux vers ton site, idéalement vers la même page. Commence pas à rediriger sur 50 pages différentes, idéalement redirige sur la page d'accueil ou en tout cas sur un truc spécifique si vraiment il y a une offre spécifique, un truc ponctuel, machin. Mais vois plutôt ça comme ça que le côté de te dire on va me trouver sur les moteurs de recherche et puis après on viendra me découvrir sur mes réseaux sociaux. Ça peut marcher, mais c'est pas le lien d'accès principal. Et puis là, ici, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être employées. Si tu fais de la vente de services, ce que tu peux faire, c'est utiliser tout simplement le réseau social pour parler de ton service. Et puis, avec le fameux ManyChat, l'automatisation, si tu commences tel mot-clé, eh bien, on te renvoie vers la page directement du service ou de l'offre, en tout cas, qui est associée. Une autre stratégie que moi personnellement j'emploie, c'est tout simplement d'avoir un post Instagram de temps en temps qui vient être le reflet condensé d'un article de blog. Et je dis aux gens, si tu veux avoir plus de détails parce que j'ai écrit un article entier sur le sujet, eh bien commente à nouveau tel mot-clé, je t'envoie l'article de blog. Donc ici, ça n'a pas un objectif de conversion, c'est un objectif de rétention et puis de prouver mon expertise. Et puis, pareil, on parlait de tendance un petit peu en introduction de l'épisode. Il y a une autre tendance dont on est en train de parler. Alors, c'est pas confirmé à l'heure actuelle, mais il semblerait que, en fait, Instagram, notamment parce que je sais que c'est quand même un réseau qui est largement utilisé à l'heure actuelle par les solopreneurs. Instagram réfléchit à mettre un lien direct vers un produit ou une offre depuis un post. Comme c'est le cas, par exemple, sur Pinterest, quand tu cliques, ça te renvoie directement vers le bon site internet, la bonne page, etc.
Là, ils en parlent de plus en plus. Et donc, l'intérêt d'avoir un beau site internet, d'avoir un beau référencement, d'avoir quelque chose qui mette en valeur ce qu'on a à offrir, c'est aussi ça, c'est de préparer le futur avec quelque chose qui nous appartient. C'est exactement ça. Et puis les réseaux sociaux, enfin, moins maintenant, je crois qu'on le voit moins maintenant, mais on l'a vu pas mal de fois, surtout pendant la pandémie de Covid, avec les comptes de réseaux sociaux qui sautent. Tu perds déjà tout ton travail. Donc souvent, quand tu as une belle communauté, que tu avais fait beaucoup de posts, que tu avais beaucoup de contenu, etc., tu perds tout déjà, c'est déjà assez lourd. En plus de ça, bah, du coup, tu perds ton moyen de communication. Tu n'as plus d'endroits où les gens peuvent te retrouver. Le temps que tu recrées quelque chose, que ça soit référencé de la même manière, il peut se passer un grand laps de temps. Là, au moins, ton site, c'est pérenne. Il y a des sujets aussi parfois qui sont un peu touchy. Alors, sur certains réseaux sociaux, tu as des sujets qui peuvent parfois être touchy et qui peuvent soit te faire striker. C'est souvent le cas sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Un peu moins sur TikTok qui est plus permissif, des fois un peu trop permissif, mais qui te permet un peu plus de choses. Mais certains sujets sont touchy sur Instagram et sur YouTube, par exemple, là où tu peux t'exprimer sur ton site internet. Moi, je prends l'exemple concret d'un YouTuber qui a reçu plein de commentaires de haine assez virulents et qui a voulu les partager sur ses réseaux sociaux en disant voilà ce que je vis au quotidien. Et il a partagé ça en story et il s'est fait striker son compte Instagram. Il a perdu son compte Instagram avec toute sa communauté dessus. Et donc, le seul moyen pour lui de partager ses commentaires et montrer l'étendue du cyberharcèlement qu'il subissait, bah, ça a été sur son site internet. On est sur un cas extrême et je ne le souhaite pas, mais ça montre un petit peu le cheminement de ce qui peut être fait sur les réseaux sociaux, de ce qui peut être fait sur ton site internet, de ce qui peut être fait sur d'autres plateformes. Donc, il y a cette partie-là. Tu donnais aussi des exemples qui étaient top pour faire le lien entre le site et les réseaux sociaux. Moi, je dirais qu'il y a aussi cette possibilité, c'est de parler d'un cas concret, d'un cas client. C'est quelque chose qui marche très bien. Si tu fais un avant-après sur ton site internet, ça marche, mais ça parle moins que sur Instagram parce qu'il va être vu. Les gens aiment voir les avant-après, même si ça ne les concerne pas. On a déjà, je suis sûre, tous regardé soit un avant-après de déco, soit un avant-après de sport ou de perte de poids. Enfin, on a tous déjà regardé, sans pour autant être confrontés à la problématique. Des fois, on a tous regardé un truc de déco et en fait, on n'avait pas forcément de chez nous à décorer ou alors on n'était pas, c'est pas notre style de déco, mais voir le avant-après, ça attise la curiosité et ça permet aussi de rebasculer vers le site. C'est une autre forme de preuve sociale aussi, dont on parlait tout à l'heure, que tu n'as pas forcément au début quand tu commences. Ça peut être un bon point. Donc, on pourrait résumer ça en disant que le site internet, effectivement, ça vient compléter le travail qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des pages que, tant qu'à avoir un site internet, sont quand même un petit peu nécessaires, notamment à propos pour savoir qui on est, qui est à l'origine du site, ses produits ou ses services, donc ses offres, les contacts, parce qu'encore une fois, on fait un site internet, mais a priori, c'est quand même pour essayer d'être contacté. C'est mieux. Ça... Et puis, après, ce qu'on peut faire, délivrer de la valeur à titre gratuit. Donc, ça va être des freebies ou ce qu'on appelle des lead magnets, donc des petits produits en échange d'une adresse email. Ça peut être des articles de blog ou des podcasts ou des vidéos YouTube. Bref, un contenu long. Là, on a quand même un socle qui va être solide et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour toutes les années à venir. Et sur lequel, en fait, après, on va pouvoir appuyer notre communication sur les réseaux sociaux en disant, voilà, j'ai fait aussi tout ce travail-là en plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est un travail qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient qualifier l'audience. C'est toujours ça. Il vient Complètement. poser l'entrepreneur dans une posture d'autorité, prouver que oui, ce qu'il dit, c'est pas de la merde, juste. Déjà. Dire que quand on travaille avec ces entrepreneurs, oui, on a des résultats, la preuve sociale, et penser tout un écosystème pour faire le tri entre les touristes qui sont distraits quelques secondes ou quelques minutes par un petit contenu court, mais ça leur suffit, et les gens avec une réelle problématique douloureuse, et encore une fois, qu'on peut aider. Oui, et puis des fois, tu as des gens qui ne sont pas encore prêts à passer à l'action, parce que c'est toujours pareil, ça dépend aussi du prix de ce que tu vends.
Forcément, quelqu'un à qui tu vas vendre, je veux dire n'importe quoi, un chocolat à 5 euros, c'est pas la même chose que quelqu'un à qui tu vas vendre une prestation de service à 1500, 2000, 3000 euros. Il va pas avoir le même temps de réflexion. On est tous pareils. Là où je te rejoins sur ce que tu as dit, c'est que en effet, quitte à avoir un site internet, autant avoir les bonnes pages. En 2026, moi, je dirais, c'est la première année où je le dis clairement, on oublie le site one page. C'est quelque chose qui a beaucoup marché, c'est quelque chose qui a eu son heure de gloire. Maintenant, pour moi, le site one page, en tout cas quand tu es solopreneur, il faut oublier parce que, comme tu l'as dit, les gens veulent travailler avec la personne qui est derrière le site. Donc, si tu as un one page où tu as juste ton offre, ton à propos rapide, avec une très très courte présentation, mais pas plus que ça, où tu n'as pas l'impression de connaître la personne quand tu as lu sa présentation, ou alors tu as quelque chose de très protocolaire, on va passer à côté de l'essentiel. On va perdre le fil, en fait, et l'intérêt du site internet qu'on connaît aujourd'hui, qui est de connaître l'entreprise, l'entrepreneur qui se cache derrière. Les offres, certes, ça va être important. Les gens vont vouloir découvrir les offres et savoir ce que tu peux faire pour eux, mais priorité aux solopreneurs, enfin, à la personne qui se cache derrière et à l'entreprise en elle-même, avoir son sérieux. Donc pour moi, je dirais il faut qu'il y ait minimum 4 à 5 pages, l'accueil, la propos comme tu l'as dit, les services, le contact et le must du must en 2026, la page de blog. On pourra aussi rajouter sur la page de contact les réservations, tu sais, les réservations en ligne, si c'est quelque chose que tu proposes. Mets-le, je dirais même, au-delà de la page de contact, mets-le presque tout en haut de ton site. Quitte à ce que ton visiteur quitte ton site, autant qu'il le quitte pour ta page de réservation que pour tes réseaux sociaux. Parce que s'il arrive sur ta page de réservation, il va réserver avec toi. S'il arrive sur les réseaux sociaux, il va peut-être tomber sur ton compte Instagram, mais aussi sur une multitude de comptes Instagram. Et il se retrouvera peut-être 5 minutes après à regarder la recette du brownie, quoi. Enfin, clairement, on aura perdu l'essence même. Sauf si tu vends des moules. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt. Effectivement. Merci beaucoup, Émilie, pour cet épisode de podcast qui était hyper complet, un peu Merci technique. à toi. Quand on rentre sur le site internet, il y a toujours une partie technique. C'est pas l'essentiel, mais c'est vrai que le site internet, c'est un mélange de technique, de business, parce que sans business, tu n'as pas de site internet, tu n'as pas besoin de site internet. Donc, du coup, forcément, tout est mélangé. La technique, le business, les réseaux sociaux, les offres, le mindset. Enfin, vraiment, il y a un mélange de tout. Il y a même de l'organisation. D'où l'intérêt, en tout cas en ce qui me concerne, de faire appel à une professionnelle à qui on délègue ça, parce que vraiment, si on a le budget et qu'on en a vraiment besoin, c'est quelque chose qui change la vie plutôt que de passer des soirées entières à s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre comment fonctionne WordPress. C'est ça. C'est ça. Le principe, c'est que, encore une fois, si tu as le budget, autant l'investir, c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Autant l'investir là, plutôt que de passer, oui, là, moi, ça va me prendre X heures à faire un site internet, là où la personne en face, elle va passer des semaines, des mois, et puis elle va se décourager, elle sortira finalement rien parce que elle sera pas satisfaite et elle sera frustrée au final. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous donner des détails sur ton offre, comment tu peux aider justement les gens à faire des sites internet? Alors, moi, j'ai une offre de conception de site internet. Donc, comme je l'ai dit, le site vitrine, où je crée un site vitrine pour mon client ou ma cliente. Donc, c'est une offre qui est à 1497 € avec l'hébergement inclus. Je fais aussi des sites e-commerce. J'avoue, c'est un peu plus rare parce que maintenant, on est plus sur le site vitrine avec les ventes de produits, soit sur les réseaux sociaux, soit sur d'autres plateformes. Et puis récemment, et ça, je sais que tu es au courant, j'ai créé donc une offre complémentaire à la conception des sites qui s'appelle Matchup. C'est une offre où en fait, moi, je crée le site, la partie technique, mais où chacune des expertes qui a rejoint Matchup vient apporter sa touche technique avec plusieurs expertes. Donc pour le SEO, la partie plus réseaux sociaux pour savoir comment intégrer ces réseaux sociaux à son site et vice-versa. Une offre UGC pour créer des contenus vraiment propres au site internet. Et puis, il y a aussi l'expérience client et il y a toi qui a rejoint récemment donc Matchup pour aider justement à structurer et à se structurer. On l'a vu, ça peut être utile notamment lors de la conception du site, mais même après, pour tout ce qui est création de contenu sur le site, savoir être présent dans la durée,
et avoir cette rigueur pour la suite. Ce que je trouve intéressant dans ta démarche, notamment avec Matchup, c'est que tu restes pas dans ton précaré d'expertise. Parce que tu pourrais dire, moi, je suis développeuse web et concrètement, le lien avec les réseaux sociaux, est-ce que tu vas passer 10 heures ou 2 heures à rédiger ton article de blog? C'est pas mon problème. Tu En pourrais. fait, on pourrait, mais le problème, c'est que c'était le site il y a encore quelques années où tu te dis, bah oui, tu avais besoin d'un site, point. Tu avais ton site, tu l'as. Ça s'arrête là. Tu veux des réseaux sociaux, tu vas voir quelqu'un, et puis ça s'arrête là. Et on n'avait pas cette liaison. On l'a vu, on disait au début, pour certains encore, on est ancré sur c'est soit j'ai un site, soit des réseaux sociaux, soit, voilà, j'ai pas les deux. Maintenant, on peut plus, enfin, on peut toujours le faire, mais il n'y a plus cet intérêt, enfin, on perd l'intérêt du truc. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est aller plus loin. Moi, j'ai pas l'expertise SEO. Je sais forcément les bases du SEO, je les ai forcément. Pareil pour le community management, je crée des posts pour moi. Donc oui, forcément, il y a des choses que je sais pour l'organisation. J'ai un très bel espace Notion que tu m'as fait, mais je ne peux pas aller faire le travail pour les autres parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, en fait, ma limite, elle s'arrête là. Et si aujourd'hui, on veut un site qui va plus loin, il faut forcément dédier ça, enfin, il faut forcément confier ça aux bonnes personnes. D'où l'intérêt de Matchup, en fait, où on travaille en collaboration entre expertes. On ne se marche pas les unes sur les autres et en même temps, nos expertises sont complémentaires. Elles sont utiles forcément et elles sont encore plus utiles aux clients qui se retrouvent en face, qui va se retrouver un peu pris par la main et guidé à chacune des étapes de la création de son site. C'est en ça que je trouve que ton offre, elle est différente de ce qu'on voit actuellement sur le marché. Alors, du coup, elle couvre plusieurs domaines d'expertise à des temps différents. Donc, en fait, la question, ce n'est pas est-ce qu'on choisit entre un site internet et des réseaux sociaux ou une charte graphique ou une organisation ou des CGV. C'est une chose à la fois et dans un ordre bien précis, mais l'ordre a été pensé pour justement enlever de la charge mentale aux solopreneurs qui en a déjà tellement trop. C'est ça. Et puis, des fois, tu peux arriver avec déjà ta charte graphique. Et dans ces cas-là, à nous de réadapter. Mais il va te manquer, par exemple, les bons posts Instagram. Dans ces cas-là, on peut réadapter. Pareil, des fois, tu arrives avec tous tes contenus, mais tu sais pas te structurer. Tu as tout, mais tu sais pas dans quel ordre et par quel bout prendre. Et dans ces cas-là, il va y avoir ce regard extérieur, ce côté, bah, OK, on va faire avec ce que tu as, on va prendre ce que tu as et on va regarder comment on peut l'améliorer. C'est le principe, en fait, d'une agence web. C'était mon souhait au départ de créer une agence web quand j'ai créé White Stag. C'était le but de créer une grosse agence web. Ma cible, c'est les solopreneurs. Il faut forcément revoir certaines bases. Là où en agence web, tu as des dizaines de milliers d'euros de budget pour ton site internet. Quand tu es solopreneur, tu l'as pas. Je le souhaite un jour aux solopreneurs de l'avoir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il faut réussir à réadapter, à recalibrer et à retravailler pour que ça rentre. Des fois, en faisant un petit travail en amont, des fois, en retirant certaines parties et puis des fois, en combinant les expertises. C'est super en tout cas comme démarche, hein, je le dis, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais parce que je trouve vraiment qu'on est dans une nouvelle ère de l'entrepreneuriat où le service n'est plus cantonné à une expertise propre, mais où c'est un réel, encore une fois, écosystème de collaboration entre différents experts qui ont pour but la réussite du client au moment où il passe à l'achat pour la prestation. Il ne s'agit pas juste d'encaisser le chèque et de dire maintenant débrouille-toi. Il s'agit de dire on va faire quelque chose qui va vraiment te servir et on va te donner toutes les clés pour que ce soit un investissement qui te serve le plus longtemps possible et que tu rentabilises le plus rapidement possible. C'est exactement ça, j'aurais pas mieux résumé, c'est-à-dire qu'on prend le client, on prend sa problématique du moment, on compose quelque chose sur mesure qui lui est utile à lui et on lui donne tout ce qu'on peut lui donner, en tout cas en tant qu'expert de notre domaine, pour qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il aura fixés. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire à sa place, mais on fera le maximum pour que du coup, il ait tout ce dont il a besoin à l'instant T et même pour la suite, en prévoyant avec lui ce qui peut se passer, ce qu'il pourrait éventuellement avoir ou ce qu'il devrait prévoir pour la suite. Ça marche. Bah écoute, merci pour toutes ces informations. Je mets en description de l'épisode le lien vers ton offre de création de site internet et l'offre de Matchup pour donner des détails.
Ouais, il y a tout dedans, il y aura tout dedans. Donc, chaque experte aura sa page dédiée, mais ça, je pense que les personnes qui vont visiter verront tout ça avec l'offre dédiée. Il faut savoir que c'est une offre qui est spécifique à Whitestag à chaque fois. Donc, c'est des offres qu'ils ne vont pas forcément retrouver sur le site de l'experte en question, mais ils le retrouveront. Elle a été pensée pour Matchup et elles ont tout un tarif unique. Il y en a juste une qui est un tout petit peu plus chère parce que ce n'était pas possible autrement en termes de conception de l'offre, mais elles ont tout le tarif unique de 100 € par offre. Donc, ça reste un budget raisonnable pour un accompagnement qui reste sur mesure et individuel. On est d'accord. Eh bien, merci encore pour ton temps, ton énergie et puis ton savoir. Et ben, merci à toi de m'avoir invité. Puis merci pour ce temps d'échange, c'était vraiment sympa. Et puis, il y a des choses dont je parle quasiment jamais parce que ça paraît des fois tellement logique quand tu es dedans que tu le vois même plus. Donc, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir partager certaines réponses à des questions qu'on se pose plus. On est d'accord. Et parler aussi des tendances. Aussi, aussi. Si on résume 2026, c'est les tendances de l'IA, mais aussi du référencement par l'IA.